Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, et pour la première fois, c'est par téléphone que je réalise cet épisode de Rubis sur Canapé. Effectivement, nous sommes confinés, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'enregistrer. Je vous laisse donc écouter l'interview de Aude Maton, la dirigeante de la maison de joaillerie Maton Paris. Bonjour Aude, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Bonjour Claire. Vous êtes Aude Maton, donc la présidente de la maison Maton Paris. C'est ça, je suis enchantée d'être avec vous également. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous dire depuis quand vous dirigez cette entreprise et comment cela s'est fait? Donc moi j'ai rejoint la maison familiale il y a 12 ans de cela, en 2008, et j'ai pu avoir la chance de travailler auprès de mon père et de mon oncle, qui m'ont tous les deux vraiment fait connaître ce métier à travers plusieurs tâches, que ce soit des tâches administratives, de comptabilité, de gestion, ou des tâches vraiment beaucoup plus liées à notre environnement de fabrication, comme la gestion de production par exemple. Au fur et à mesure des années, mon père m'a petit à petit emmené avec lui en voyage lorsqu'il faisait des expositions, notamment au Japon, aux États-Unis. Donc j'ai appris aussi comment parler du bijou, comment parler aux clientes, expliquer ce que l'on fait, notre savoir-faire et retranscrire nos gestes, notre minutie à travers le discours ou le storytelling, comme on peut le dire aujourd'hui. Et puis ce contact avec les clients finaux m'ont aussi donné envie d'approcher plus la création et vraiment le point de départ de ce qui peut être la direction de collection. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, en particulier pour notre collection Maton Paris. D'accord, parce que vous, au départ, vous avez fait donc quoi comme études? Moi, j'ai fait une Hippocagne et à la suite de ça, j'ai intégré HEC. Donc des études vraiment dans une business school de management au sens large. En dernière année, je me suis spécialisée dans une majeure qui s'appelait Management des arts et de la culture. Et à travers cette spécialisation, on a approché ce qui a trait vraiment au savoir-faire, au monde de l'édition, au monde de la musique, au monde du cinéma. Donc il y avait quand même une approche qui était, je dirais, centrée sur les métiers de savoir-faire liés à la culture et à l'art. Donc ça, c'était très intéressant. C'était une bonne manière d'aborder la gestion d'entreprise via l'angle du savoir-faire. Pour vous, c'était un peu une évidence de rejoindre la maison familiale? Ça n'a pas été nécessairement dès le départ, puisque quand j'ai terminé mes études, je suis allée rejoindre une maison d'édition qui s'appelait les Éditions des Femmes Antoinette Fouque, basée dans le 6e arrondissement. Et parce que, bon, avec mon background assez littéraire, j'avais vraiment un rapport au texte qui était très important. Je lis beaucoup, je suis passionnée par la littérature et la philosophie. Donc, j'ai voulu vraiment commencer ma vie professionnelle dans cet univers-là, l'univers de l'édition, l'univers du texte, parce que c'est vraiment ce qui me faisait vibrer à titre personnel. D'accord. Et d'autre part, l'engagement, bien sûr, des éditions des femmes dans la cause des femmes, c'est un peu démodé, mais ce qu'on appelait à l'époque le féminisme, c'est aussi une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ces démarrages dans la vie professionnelle ont été, je dirais, fondateurs. Comment vous avez eu l'envie donc de rejoindre la maison familiale? C'est un attrait particulier pour les bijoux ou de travailler en famille? Alors, il y a plusieurs points. Il y a le fait que j'ai été quand même
baigné là-dedans Mhm. depuis ma plus tendre enfance. Il y a eu même un moment où mes parents faisaient des travaux dans notre appartement et où on a habité dans la partie qui constitue aujourd'hui les bureaux et le showroom de notre maison. Pas trop Donc vraiment, rigolo. même au sens propre du terme, c'était la maison de famille. Oui. Et il faut savoir aussi que mon grand-père, quand il a vraiment fondé la société Roger Maton, il vivait à la campagne et ils avaient établi avec ma grand-mère une petite partie de l'atelier actuel comme leur chambre et leur Mhm. pied-à-terre. Donc aujourd'hui, c'est l'atelier de fonderie de la maison. Et Mhm. donc, il y a vraiment ce rapport très important et je dirais presque géographique à la maison de famille au sens physique et maison Mhm. au sens symbolique, maison de joaillerie. Donc effectivement, j'avais ce lien avec l'affaire familiale, si je puis dire, qui bien sûr était toujours très attirant, mais bon, quand on est jeune, on veut aussi faire ses propres armes au départ. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas Bien sûr, oui. immédiatement tournée vers la joaillerie. Et d'autre part, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans le métier qu'on fait, c'est le rapport entre la création artistique, donc vraiment du domaine de l'invention, de Mhm. l'inventivité, de l'art, et le savoir-faire, qui est la main, le geste, ce que l'artisan apporte et qui est propre à chacun. Et ça, ce croisement en fait entre l'artistique et le manuel, c'est Mhm. pour moi quelque chose d'assez essentiel, authentique, qu'on trouve dans certains domaines de création de métiers rares, mais qui vraiment est important en joaillerie, du fait aussi qu'il est sublimé par les pierres précieuses, qui lui donnent aussi cette magie, cette majesté, qui vient vraiment anoblir en fait l'alliance du geste au dessin. Oui, c'est vraiment l'artisanat d'art et pas que l'artisanat et pas que l'art, quoi. C'est la Tout à fait. combinaison des deux. Et Exactement, ouais. c'est très bien résumé. L'histoire de votre maison, donc c'est votre grand-père qui a créé la société, c'est ça? Avec votre grand-mère ou tout seul? Oui, la maison Maton, en fait, avec ce nom-là, c'est Roger Maton, mon Mhm. grand-père, qui l'a fondée en décembre 71. Ma grand-mère était bien sûr dans l'aventure. Elle était en charge de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'administratif et le financier, si vous voulez. Mon D'accord. grand-père, lui, c'était l'artiste, c'était celui qui dessinait, qui avait les idées, qui mettait en volume, qui taillait dans le buis des petits sujets. Dont après il faisait l'étude pour faire des bijoux. Donc c'était l'artiste protéiforme, l'inventeur. Est-ce que vous travaillez encore avec des membres de votre famille ou vous êtes, la seule encore? Non, aujourd'hui, la génération de mon père et de mon oncle s'est retirée Mhm. il y a assez peu de temps. Moi, je suis à la direction de la maison depuis 3 ans maintenant. Mhm. Et j'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée par Jean-Baptiste, mon mari, qui nous a rejoints dans cette aventure il y a 8 ans de cela. Et ensemble, on contribue tous les deux à orchestrer les différents savoir-faire et à faire que cette maison aille de l'avant. Très émouvant et vous aimeriez alors que vos enfants, ils continuent l'aventure ou pas forcément? Bah, la question est très pertinente, mais bien sûr que j'aimerais, mais je peux pas me prononcer pour eux et Mmh. je les pousserai pas là-dedans si l'envie ne vient pas d'eux. Parce que moi, en fait, j'ai rejoint la maison à un moment où j'en ai exprimé l'envie et à aucun moment on m'a forcé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une réussite. Si disons que c'est leur choix, vous ça vous ferait plaisir, quoi? Bien sûr. Ah Bien super. sûr, c'est quand même assez beau de pouvoir perpétuer une histoire familiale de bientôt 90 ans. Et Ah oui, c'est beau, incroyable, ouais. ouais, ouais. Et puis, c'est beau aussi de se dire qu'on transmet de façon très matérielle quelque chose à ses enfants. Mais après, bon, la porte reste ouverte. Il y a plein de beaux métiers de par ce monde. Donc, Comment s'organisent, vos journées? Qu'est-ce que vous faites, au quotidien, concrètement? alors, la maison Maton, en fait, a cette particularité d'avoir un peu une double activité. La première, c'est celle que vous connaissez, c'est la création et la fabrication de bijoux pour notre marque Maton Paris. Mmh. Et la seconde, c'est du travail à façon pour les grandes maisons de la place Vendôme. Donc, D'accord. de cette partie-là, qui est bien sûr
sous couvert du secret, je ne pourrais pas trop vous parler. Bien sûr. Mais sachez qu'il y a une grande partie de mes journées qui sont quand même dédiées à l'accompagnement de mes clients sur le développement de nouvelles collections, nouveaux produits, et une grande partie de mes journées qui sont également tournées vers des choses un peu plus de gestion d'entreprise, le chiffrage, la facturation, voilà, des aspects très, je dirais, très Pratique. administratifs, mais Mmh. qui sont nécessaires pour mener à bien une démarche commerciale. La chose à laquelle j'essaye de me tenir, c'est quand j'arrive le matin d'aller saluer chacun des collaborateurs et collaboratrices, parce que ce qui fait une entreprise ou une maison, comme j'aime à l'appeler, c'est les liens humains et la richesse de, de, de la société, elle est constituée avant tout des personnes, des collaborateurs qui y travaillent. Donc pour moi, c'est important d'entretenir au quotidien le lien avec chacun, même s'il est rapide, mais au moins voilà, de signifier qu'on est tous ensemble dans la même barque, et c'est quelque chose auquel je tiens. Souvent ensuite, je passe un peu de temps avec les équipes du bureau d'études. Donc ce sont les designers et les concepteurs 3D. On fait une petite revue de projet sur ce qui a été fait la veille, sur les questions éventuelles qu'ils peuvent avoir à poser ou les alternatives qui s'offrent à eux, sur lesquelles parfois je trancherai et parfois je laisserai soit un chef d'atelier pour les aspects techniques tranchés, Mmh. ou encore Jean-Baptiste pour des questions, je dirais, de réalités économiques, par exemple. Mmh. Sur les questions esthétiques, en général, je tranche avec Johan Picard, qui est notre designer et qui dirige en fait la partie artistique pour la collection Maton. D'accord, donc en fait, la partie artistique, donc il y a vous avez un directeur artistique, vous, parfois, vous créez ou pas du tout? Moi, je ne dessine pas. D'accord. Ce que je sais faire et ce que je fais, c'est de donner des directions, Mmh. c'est-à-dire des thématiques, des envies, aller chercher dans les archives des dessins de mon grand-père ou de ma tante qui me parlent, et desquels j'ai envie qu'on propose des déclinaisons ou qu'on tire des fils. C'est également faire des choix entre différentes options qu'on va me proposer, ou différents designs, différentes esthétiques. Et puis c'est l'envie d'aller chercher un savoir-faire et de se dire bon ben voilà, j'ai rencontré par exemple il y a quelques mois une personne formidable qui fait de la marqueterie, ça m'a subjuguée, et j'ai eu envie de quelque manière que ce soit de pouvoir mettre en œuvre son savoir-faire. Donc on a cherché C'est quel dessin génial. dans ce qu'on était en train de proposer, quel dessin pouvait se prêter à ce type de savoir-faire. Voilà, c'est un exemple Ah oui, mais ça, c'est génial. Donc en d'illustration. fait, vous pouvez aussi être amené donc à faire des partenariats, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc vous voyagez aussi du coup un petit peu? Oui, je voyage, je fais quelques voyages dans l'année, ce sont souvent des voyages assez lointains, en Asie, au Japon, en Chine, à Singapour, ou à Boston, aux États-Unis, puisqu'on a un partenaire là-bas. D'accord. Un partenaire qui commercialise nos collections, qui s'appelle Gérard Rivron, que je salue d'ailleurs, il est très impliqué dans la commercialisation de nos pièces et aussi dans l'aura et le développement de notre marque. Oui, donc en fait, il faut quand même avoir, pour exercer votre métier, un tempérament assez, extraverti quoi, ne pas avoir peur et savoir s'adapter. Oui, après, je pense il y a deux choses hein, dans mon métier. Il y a la gestion d'entreprise qui est un petit peu la part d'ombre, et pour laquelle tout bon gestionnaire ou toute personne ayant du bon sens est capable de réussir dans la mesure où elle est bien entourée. Et la part un petit peu plus paillette, qui est effectivement celle, et qui est peut-être aussi la plus excitante, mais pas forcément la plus facile, qui est celle d'aller de par le monde, faire des expositions, présenter des collections, avoir des contacts avec des clientes ou des wholesalers qui peuvent être des grands magasins, qui peuvent être des grands vendeurs. Et pour cela, effectivement, il faut être capable de parler de ce que l'on fait, de se dévoiler un peu,
de mettre en avant aussi qui on est et les collaborateurs et le travail que les collaborateurs font pour rendre sensible en joie et vie toutes nos idées. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut pas être timide. Et vous, votre point fort, alors, c'est quoi dans lequel vous êtes le plus à l'aise ou ce que vous aimez le plus, en fait, juste tout simplement dans votre Moi, métier? ce que j'aime beaucoup, c'est le développement, c'est-à-dire la création au stade de l'idée, quand on la rend sensible sur le papier et qu'on la transcrit en un dessin qui pourra ensuite être réalisé, et après le passage de ce dessin à un volume. Donc même si ce n'est pas moi qui fais, puisque moi je ne suis pas faisante dans cette partie-là, j'accompagne, je drive, et c'est cette partie-là qui me plaît le plus, puisque là on touche vraiment à l'essence de la création, à l'essence de la fabrication, et à ce qui est beau dans notre métier, c'est-à-dire de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, orchestrer entre l'esprit et la main, entre l'idée et le geste, le savoir-faire. Oui, ouais. Choisir quelle technique, choisir quelle pierre, choisir comment le sertir, choisir comment monter la chaux, comment allier deux alliages d'or, deux couleurs, comment faire vivre un reflet sur une fleur avec la marqueterie ou la ciselure. Voilà, tout ça, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait lever le matin. Ouais, c'est beau. Voilà, c'est ça ce que vous aimez au final dans les bijoux, c'est de pouvoir faire plein de choses et le mix entre la main et l'artistique au final. Oui, exactement, exactement. Et il y a une autre partie dans ce métier que j'aime énormément, mais je pense que ça, je pourrais l'avoir si j'étais chef d'entreprise dans n'importe quel autre domaine, c'est le contact avec mes collaborateurs et la possibilité qu'on a de grandir ensemble. Et c'est quelque chose auquel je tiens. Il y a quand même parmi nos collaborateurs des gens qui sont très fidèles, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a une équipe aussi un peu plus jeune qui est montée en puissance avec la génération de Jean-Baptiste et moi, qui nous sont étroitement liés. Ils collaborent de façon assez rapprochée dans la gestion de l'entreprise, chacun à son niveau. Et ces piliers-là, ces 4 ou 5 piliers de l'entreprise, pour moi, sont la famille élargie. En fait. Et de ça, je tire beaucoup de plaisir aussi dans l'exercice de mes fonctions, parce que c'est pas un dirigeant tout seul dans une tour d'ivoire qui va diriger son navire, c'est un ensemble de collaborateurs qui, bon, le trait est un peu forcé, mais qui rament ensemble pour aller dans une direction. Même si parfois la direction, c'est nous qui la donnons, on sent derrière qu'il y a un élan, on est porté par ça. Et je pense que chacun, à son niveau, il trouve également son compte. Donc ça m'emplit de joie de voir que ça fonctionne. Oui, c'est vraiment un esprit d'équipe, quoi. Voilà. Et alors, c'est quoi donc les valeurs chez Maton? Donc, j'ai bien compris, donc il y a vraiment cette idée d'esprit d'équipe et de grande famille presque, quoi. Et il y a d'autres choses importantes pour vous? Une des valeurs clés de mon entreprise, pour moi, c'est l'humain, comme je vous le disais. L'humain dans sa singularité, c'est-à-dire qu'on essaye chez nous, au quotidien dans notre management, d'appréhender chacun dans ce qu'il peut nous offrir ou avoir à nous proposer. Donc ça, bien sûr, ça vaut dans le savoir-faire, puisque nombre de collaborateurs ont eu des expériences avant de venir chez Maton et ils n'ont pas tous fait du certi depuis leur plus jeune âge. Parfois, certains ont d'autres cordes à leur arc et ça, c'est seulement quand on connaît les gens qu'on arrive à le découvrir. Donc, c'est cette proposition en fait de savoir-faire plus que chacun offre et que chacun a envie de développer quand il se sent bien dans l'entreprise. Je pense aussi au savoir-faire de LAC, par exemple, qu'une de nos collaboratrices qui n'est pas pourtant à la cheville a développé parce que cette chose-là l'intéressait et qu'elle a trouvé sur la dernière collection qu'on a sortie l'opportunité de mettre en pratique. En fait, elle a, de façon complètement autodidacte, développé un savoir-faire sur le laquage. C'est important pour moi d'être à l'écoute de ça parce que chacun va arriver avec une proposition et si on arrive à faire fructifier ça, ben c'est de l'or en fait. Donc c'est en ça que l'humain
dans sa singularité et dans ses envies est très important et il nous tient à cœur de le respecter. Et puis après, il y a aussi l'humain au sens plus large, c'est-à-dire la vie humaine et notre environnement dans son acception au sens plus étendu. Donc nous, on essaye vraiment chez Maton d'insister là-dessus. On veut que l'équipe se sente bien dans son environnement de travail. On essaye d'adapter les postes pour que ceux-ci soient plus confortables. On sait que chacun passe beaucoup de temps au travail. Parfois, le travail peut être aussi un peu stressant et il est de notre devoir en tant que chef d'entreprise, équipe managériale, de donner les meilleures conditions pour que l'individu se trouve bien à son poste de travail et même si possible, et c'est souhaitable, s'épanouisse dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça aussi que chacun, à la fois, il trouve son compte, mais se développe et va chercher des ressources et pas forcément ce pourquoi on l'avait engagé au départ. Donc cette aventure commune, en fait, me tient à cœur. Et donc, comme je disais, par extension, il y a l'environnement et c'est aussi, bien sûr, essayer d'être le plus environment friendly possible en étant soucieux des matières que l'on utilise, respectueux des émissions que l'on peut faire dans notre activité de production. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On n'est pas au bout de tout ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir et à faire. Mais c'est notre engagement personnel et citoyen. Enfin, même si le mot est un peu galvaudé, voilà, c'est notre engagement. Ça nous tient à cœur. Là, c'est une question un peu plus, comment dire, délicate, mais que je trouvais vraiment intéressant de vous la poser, vous qui travaillez avec vraiment des objets de luxe et de joaillerie, de haute joaillerie. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui est pour vous le luxe? Qu'est-ce que ça signifie? Une définition de luxe pourrait être ce qui n'est accessible qu'à un petit nombre. Ça ne veut pas forcément dire par la cherté, par le prix de l'objet. Ça veut dire par la rareté. Aujourd'hui, on pourrait dire, dans cette période de confinement, que le luxe, c'est d'avoir un jardin. Oui, Et en soi, exactement, oui. avoir un petit bout de terrain avec un petit peu d'herbe et quelques fleurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher et ce qui est le plus inaccessible, puisque vous pouvez être très modeste, vivre à la campagne et avoir un peu de terrain. Mais aujourd'hui, c'est un luxe. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, c'est parce que c'est inaccessible, c'est le côté rare et inaccessible qui en crée la valeur. Donc pour moi, le luxe, il n'est pas absolu, il est relatif, il est rapporté à un contexte. Maintenant, dans notre métier, forcément, on parle de luxe et aujourd'hui, on parle de luxe pour des produits qui sont en fait des produits de série, parfois, donc qui ne sont finalement pas si rares. Mais pour moi, le luxe dans notre métier, c'est la singularité. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir créer des objets qui ne seront pas reproductibles, ou s'ils sont reproduits, qui ne sont pas exactement à l'identique. C'est le FEMAN qui le garantit, qui le signe, ça. Et c'est aussi toujours ce que j'aime beaucoup, c'est en fait l'aspérité de l'individu. C'est-à-dire le fait que quand on est dans du fait main, il y a nécessairement des petites choses qui vont varier d'une fabrication à une autre. Et quand on revendique en fait le fait main, on ne va pas chercher à standardiser au maximum tous ces produits. On va avoir des nuances de couleurs, on va peut-être avoir des nuances de traitement sur certaines choses. C'est ce que nous on essaie de développer dans la collection Maton, c'est de dire que même si on fait peut-être 5 exemplaires d'une bague feuille de chêne, par exemple, eh bien, les nuances de lac qui seront apportées sur le revers de la bague ne seront pas les mêmes d'un objet à l'autre, puisque c'est fait main, donc on ne reproduit pas, on ne standardise pas nos produits et on va chercher à dire que même sur une petite série, chaque objet finalement est unique. Oui, il y a aussi du coup la notion de qualité en fait. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est la différence entre bijouterie, joaillerie et haute joaillerie? Alors, la différence entre la bijouterie et la joaillerie, elle se définit par l'apport des pierres précieuses en joaillerie. La joaillerie, c'est travailler à mettre en valeur la pierre. En revanche, la bijouterie, c'est vraiment le fait de faire des bijoux.
donc de fabriquer des choses, des objets en métal précieux. Qui d'ailleurs, on peut avoir de la bijouterie argent, pas nécessairement en or. On peut avoir de la bijouterie aussi fantaisie, donc dans des matériaux qui sont pas des métaux nobles ou qui sont plaqués. En revanche, en joaillerie, vous n'aurez jamais, a priori, de métaux plaqués. Vous aurez toujours des alliages précieux. Et vous aurez nécessairement du pavage, puisque ce qui définit la joaillerie, c'est l'apport de la pierre dans le bijou. La haute joaillerie, normalement, la stricte définition de la haute joaillerie, ce sont les pièces uniques qui sont exclusivement fabriquées autour d'une pierre de centre magistrale ou de plusieurs pierres, mais qui sont par essence pas reproductibles, puisque la pierre est une gemme spécifique avec des caractéristiques de forme, de taille, de poids, de couleur, et que dans la nature, entre guillemets, on ne trouve pas deux fois la même pierre, enfin aux mêmes caractéristiques. Et alors, est-ce que vous en avez une ou plusieurs pièces favorites comme ça de votre collection? Alors, moi, j'ai une tendresse particulière pour les pièces que nous sommes en train de développer cette année pour la collection à venir qui s'appelle Les Vergers. Donc, ces pièces n'étant pas encore dévoilées, je vais avoir du mal à vous les décrire, mais cette collection m'est particulièrement précieuse parce que elle évoque la maison de famille de mes grands-parents, qui est toujours dans notre famille aujourd'hui et qui s'appelle Les Vergers, qui est située aux confins du Loiret et de la Seine-et-Marne. Cette maison, c'est vraiment un écrin de verdure absolument extraordinaire, au pied de laquelle coule une rivière. L'univers de cette maison, c'est un verger, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un univers de fruits, de fleurs, de feuillages. Ça nous inspire beaucoup, puisque notre collection Maton trouve ses origines dans toute cette nature luxuriante, verte, typiquement française. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus quand les objets pourront être montrés. Cette collection-là va en tout cas va à la fois rendre hommage au travail d'artiste de mon grand-père, puisqu'il y a beaucoup de dessins qui sont directement inspirés de ses gouachés et de ses esquisses à lui, qu'on a retrouvés dans les archives. Il y aura même quelques pièces qui seront des éditions directes de ces dessins, sans que ceci ait été retravaillé, et d'autres pièces qui sont des interprétations de certains motifs qu'il avait pu faire, des interprétations plus contemporaines. Donc c'est un double hommage, parce que c'est inspiré directement des archives et qu'on retrouve le lien avec la maison de famille. Bah, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de les découvrir, vu comment vous en parlez d'une façon très poétique et féerique. Ben, c'est gentil, je manquerai pas de vous solliciter rapidement. Super. Et bon, là, je sais qu'en ce moment, vu la situation, c'est un petit peu compliqué, mais est-ce que vous avez voilà, des projets que vous auriez envie de nous faire partager ou des actions que vous avez pu faire récemment? Je peux vous parler de quelque chose qui est tout récent et qui est en cours. C'est une initiative d'un collectif de bijoutiers joailliers qui se sont associés à la maison Millon, qui est une maison de vente aux enchères, pour faire don d'une ou plusieurs pièces de bijouterie, joaillerie, et même je crois qu'il y a quelques horlogers, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Donc cette vente aux enchères est en cours en ce moment. Elle se terminera la semaine prochaine et le produit de la vente est intégralement reversé à la fondation. C'est vraiment une opération de charité pour soutenir les soignants qui donnent aujourd'hui vraiment toute leur vie, le meilleur d'eux-mêmes pour soigner les malades. Et nous, à notre petit niveau, alors on contribue en faisant ce petit geste et on espère que les vocations de dons seront nombreuses pour soutenir au maximum ces personnes qui donnent tout. Oui, bien sûr. Cette opération s'appelle Nos soignants valent de l'or. Merci vraiment beaucoup, Aude, pour nous avoir raconté avec sincérité et enthousiasme votre maison et votre métier. J'étais vraiment ravie. Je vous en prie, Claire, c'est moi qui vous remercie pour votre intérêt pour nous, pour notre maison. J'étais ravie d'échanger avec vous et puis j'espère que les occasions seront prochaines de se voir
d'incarner un peu cette rencontre et de vous montrer nos créations. Eh ben, avec joie. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.